Europe Soir Weekend, 18h, 20h. Johan Tritz. Bonjour, il est bientôt 18h, vous êtes bien dans Europe Soir Weekend. Joe Biden continue sa tournée en Europe ce week-end. Le président américain est en déplacement en Pologne aujourd'hui. Il a visité un camp de réfugiés tout à l'heure et qualifié Vladimir Poutine de boucher. Le président américain qui a montré son soutien aux pays frontaliers de l'Ukraine mais aussi à l'Europe. On parlera d'ailleurs des différentes prises de parole, notamment sur l'énergie cette semaine du président américain avec nos invités tout à l'heure. Joe Biden qui a déclaré samedi qu'il n'était pas sûr que l'annonce par la Russie de concentrer son offensive sur le Donbass signifiait un changement de sa stratégie en Ukraine. L'Ukraine qui a subi de nouvelles pertes. 2 frappes ont touché la ville de Lviv, faisant au moins 5 blessés. De son côté, Volodymyr Zelensky a fait une apparition surprise au forum de Doha. Il a également appelé le Qatar, un des principaux pays exportateurs de gaz naturel, à augmenter sa production pour contrer les menaces russes d'utiliser l'énergie pour faire du chantage. Et puis la campagne pour la présidentielle s'accélère à 2 semaines du premier tour. La candidate PS Anne Hidalgo et Fabien Roussel sont à Toulouse. Marine Le Pen est en Guadeloupe. Demain, Éric Zemmour sera au Trocadéro à Paris, Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Le sprint final est lancé, ce sera l'un de nos thèmes aujourd'hui. Et en France toujours, l'État porte plainte contre Orpea, le géant des EHPAD privés de nouveau épinglé dans un rapport de l'administration publié aujourd'hui. Le gouvernement annonce également réclamer à Orpea la restitution des dotations publiques. Europe Soir Weekend, Johan Tritz. Nous sommes le 26 mars 2022, bienvenue dans Europe Soir Weekend. Nos invités aujourd'hui, William Tay, président du think tank Le Millénaire, bonjour. Bonjour. Patrick Caram, conseiller politique de Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Et William Martinet, orateur national La France Insoumise. Bonjour. Avant d'aborder la campagne présidentielle à 2 semaines du premier tour maintenant avec vous, on va s'intéresser à Joe Biden qui est donc en tournée européenne cette semaine. Le président est en Pologne aujourd'hui. Le président des États-Unis qui n'a pas mâché ses mots, il qualifie Vladimir Poutine de boucher. Est-ce qu'il n'a pas été trop loin, William Martinet ? Je crois que de toute façon, vu la position des États-Unis, il n'y a pas de recherche de leur côté de porte de sortie diplomatique. Donc en conséquence, les mots qu'ils utilisent, quelle que soit leur radicalité, a finalement peu d'importance pour eux. Mais je crois que ça doit d'autant plus nous convaincre que nous, de notre côté, à la fois européens, français, dans ce rapport de force qu'on a avec Vladimir Poutine, il faut bien sûr continuer à pousser sur le terrain diplomatique, sur le terrain économique, continuer à faire pression, mais il faut aussi être capable de mettre sur la table des portes de sortie diplomatiques. Parce que quand on voit ce que fait Joe Biden, on comprend bien que c'est pas du côté américain que cette porte de sortie diplomatique, elle existera. Et pourtant, on en a besoin. Un conflit, pour s'arrêter, ça doit passer par une sortie diplomatique. Il n'y a pas de diplomatie pour les États-Unis envers la Russie. Est-ce que ce mot de boucher, Patrick Caram, c'est un mot que normalement Joe Biden doit utiliser ? Vous savez, dans la diplomatie internationale, ça ne l'est pas toujours. Vous voyez, on essaye de toujours ménager ses ennemis. Maintenant, il faut avoir en tête que les États-Unis, ce n'est pas notre ennemi. Je le dis ici. Aujourd'hui, la guerre qui se fait et qui se tient à nos portes, ce n'est pas les Américains qui l'ont provoquée. Nous sommes dans une guerre et j'étais ce matin sur une île de loisirs où nous avons accueilli de nouveau sur cette île-là 66 réfugiés ukrainiens, surtout des femmes et des enfants. Je vais vous dire, c'est traumatique. Quand vous les écoutez parler... C'est pour ça aussi qu'il a utilisé ces traumatique. mots. Non, mais c'est traumatique. Vous ne pouvez pas rester insensible au drame qu'ils vivent. Quand vous voyez cette femme qui nous raconte, elle était avec son fils, elle n'a plus de mari. Le mari, elle était avec son fils et sa mère, et son mari a été tué sous les yeux de son fils. L'enfant, vous voyez, il est totalement traumatisé. Vous ne pouvez pas rester insensible. Et ces images-là, je veux vous dire, je les ai connues quand j'étais en Tchétchénie. Je suis allé en Tchétchénie et j'ai vu comment la Russie a rasé Grozny. Et finalement, la Russie fait aujourd'hui en Ukraine ce que la Russie avait fait dans d'autres pays du monde. Il faut l'avoir en tête. La Russie a fait à Grozny, qui est un territoire pour eux russe, un territoire autonome russe, ils sont en train de le reproduire en Ukraine, un pays indépendant. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une boucherie aujourd'hui. Tourner le regard et essayer de sous-peser les mots.
Je suis désolé, Joe c'est de Biden l'hypocrisie. qui a dû être pris par les émotions. C'est de l'hypocrisie. Non, alors je ne le vois pas comme l'émotion. Pardon, non, c'est un monstre froid. Ce sont des diplomates aguerris, ce sont des hommes qui ont beaucoup de métiers. Mais par contre, je vous le dis, c'est une boucherie. Par contre, pour Joe Biden, il cherche un but. Enfin, il faut entendre ce qu'il est en train de faire. Joe Biden recherche aujourd'hui une espèce de suprématie mondiale. America is back. Un peu ce que faisait Trump, sauf que Trump n'a jamais mené de guerre. C'est Biden qui a décidé aujourd'hui de pousser les fers jusqu'au bout. Honnêtement, dans cette affaire-là, les Français et les Européens doivent trouver leur voie. On ne peut pas se mettre à la remorque des Américains. Justement, Joe c'est Biden notre allié, on doit faire très attention à ne pas être totalement aligné. Qui était à Bruxelles hier, c'était aussi l'un des thèmes que l'on voulait aborder. Le temps d'annoncer que les États-Unis vont fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié. Et dans cette prise de parole, il a assuré le soutien énergétique de son pays à l'UE. Écoutez. Nous nous rassemblons pour réduire la dépendance européenne à l'énergie russe. Les sources énergétiques russes sont utilisées pour mettre à genoux les États qui en achètent. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont annoncé une interdiction d'importation de toute énergie russe pour ne pas alimenter la guerre injustifiée et gratuite en Ukraine. Et Joe Biden qui parle de dépendance énergétique. Après la Russie, l'Europe va donc se tourner vers les États-Unis. Une dépendance à une autre finalement. Alors faut-il se réjouir de cette annonce, William T? C'est plutôt un bon point. C'est plutôt un bon point parce que même avant la crise en Ukraine, la Commission européenne, dans plusieurs documents, avait alerté sur la question de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et cherche en fait ce qu'on essaie de faire, l'Europe essaie de faire ce qu'on appelle une diversification des énergies, donc des provenances d'énergie, notamment parce qu'il y a des pays qui sont dépendants de la Russie entre 75 et 100%, notamment les pays baltes qui sont dépendants à 100%. Et en fait, la question qui se joue notamment avec la question européenne, et c'est ce qu'avait abordé Emmanuel Macron ou même d'autres dirigeants européens, c'est la question de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, à la fois comme acteur politique, et on voit bien que la crise en Ukraine a permis l'émergence d'une Europe qui est politique et donc du coup qui prend des sanctions politiques et qui fait de la stratégie et qui se comporte notamment comme un acteur géopolitique. Donc ça, c'est un bon élément. Le deuxième bon élément, le point de limite par contre, c'est effectivement, on rompt notre dépendance avec la Russie, mais il ne faudrait pas devenir dépendant des États-Unis sur ce point-là. Et je pense que c'est un point de limite important, parce qu'on l'a rappelé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de boucher. On peut qualifier dans les faits que Vladimir Poutine, notamment, a commis des atrocités dans certaines villes, comme à Mariupol ou dans d'autres endroits. Mais est-ce que, notamment en termes de diplomatie, l'Union européenne n'a pas intérêt à arriver sur la table des négociations pour arriver à un cessez-le-feu et donc du coup à un accord de paix? Ça, c'est le premier point. Alors que les États-Unis, leur objectif, c'est plutôt, ils l'ont dit à plusieurs reprises, de mettre la main mise sur l'Union européenne? Non, c'est plutôt leur objectif, c'est que plutôt que la Russie s'enlise dans le conflit ukrainien, afin de conduire à un affaiblissement de la Russie sur ce point-là et qu'elle s'autodétruise de l'intérieur. Nous, on a plutôt intérêt à un arrêt des conflits qui soit plutôt rapide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Union européenne, notamment avec cette crise, doit devenir moins dépendante des autres acteurs, mais pas uniquement sur la question énergétique, ça doit devenir aussi le cas sur la question alimentaire, sur la question économique. On y reviendra. Et c'est aussi sur la question militaire, sur ces questions, oui. Sur la question militaire avec l'Allemagne qui doit plutôt acheter des avions français que des avions américains. Alors pardon, non, juste un mot quand même sur l'implosion sur l'implosion de la Russie. Non, personne ne souhaite l'implosion de la Russie parce que ce serait une catastrophe géopolitique. Il faut continuer à discuter avec la Russie. D'abord, notre ennemi, c'est pas le peuple russe. Je veux quand même le dire aujourd'hui parce qu'on confond tout. Même s'il y a une machine de guerre idéologique qui s'est mise en place en Russie. Quand vous regardez les chaînes russes, vous avez l'impression que les Russes ont raison, qu'ils viennent libérer. Ce sont des libérateurs qu'ils ont accueillis en sauveurs en Ukraine. Mais notre ennemi, c'est pas la population russe. Et puis, il faut pas oublier que les Russes sont à nos frontières, c'est à nos portes. Et troisième élément, ils ont l'arme nucléaire. Donc, faut faire très attention, si vous voulez, à cette idée qu'on peut fragmenter la Russie, parce que l'instabilité risque de produire un chaos pour l'ensemble de l'Europe. Oui, la Russie qui a quand même encore 45% des achats européens qui viennent de la Russie. Tout ne se fera pas en un jour. Il faut continuer de discuter avec la Russie, notamment sur ce point de vue énergétique qui est quand même important pour la France, parce qu'on a besoin encore de la Russie. On a évoqué tout à l'heure la question stratégique. Qui a intérêt à ce que le conflit s'arrête ou pas? Évidemment, et on sera tous d'accord là-dessus, c'est les Ukrainiens qui ont le plus intérêt à ce que le conflit s'arrête rapidement, parce que on voit bien la situation militaire, même si c'est toujours compliqué de l'extérieur d'avoir une vision objective de ce qui s'y passe. On sait, dans un conflit, les informations qui remontent sont toujours difficiles à juger. Mais on voit bien que du côté russe, il y a un risque d'enlisement. Et du coup, ça veut dire aussi un risque de radicalisation du côté des Russes. Vous parlez, monsieur, de la Tchétchénie tout à l'heure. Heureusement pour les Ukrainiens, l'armée russe
pour l'instant, ne se comporte pas en Ukraine encore comme elle l'a fait en Tchétchénie, comme elle l'a fait avec Grozny. Mais quand on bombarde des écoles, des populations civiles. Donc vous comprenez bien que je ne suis pas en train de défendre la façon dont l'armée russe se comporte. Je dis que malheureusement, il y a un risque d'aggravation. Le conflit peut devenir encore plus violent et les civils ukrainiens peuvent payer un prix encore plus cher que ce qu'ils payent déjà aujourd'hui. Et sur le point de vue énergétique, est-ce qu'il faut continuer de négocier avec la Russie ? Tout ça pour dire que la recherche d'une solution diplomatique pour arrêter le conflit, elle est primordiale. Et du coup, c'est ça qui nous amène sur le terrain économique. Moi, je pense que le risque de sanctions économiques qui soient indifférenciées, qui consistent, que ce soit sur le terrain du gaz ou sur d'autres domaines, à dire on arrête les échanges économiques avec la Russie, il y a un double risque. D'abord, un risque que ça nous fragilise, nous, autant que la Russie, et qu'en élément de rapport de force, du coup, ce soit quelque chose qui ne soit pas si favorable que ça. Et le deuxième risque, c'est vis-à-vis de ce qui se passe en Russie, c'est que des sanctions indifférenciées, elles soient payées par le peuple russe, parce que le rouble a plus de valeur, parce qu'il y a des emplois qui sont perdus là-bas, parce que la situation économique se dégrade, et qu'on crée un effet de citadelle assiégée en Russie, et que finalement ça participe, ce qui serait terrible, à solidariser le peuple russe avec le dictateur qu'est Vladimir Poutine. Et si je parle de ça, c'est parce que malheureusement dans l'histoire, on a des exemples de sanctions économiques qui ont été très fortes, contre Cuba, contre l'Iran, contre la Corée du Nord, qui sont des régimes qui sont tous très différents, mais qui ont eu en commun que des sanctions économiques très fortes, elles n'ont pas amené au fait que le dictateur à la tête du pays perde le pouvoir. Voilà, ça a plutôt créé cet effet citadelle. Au propos de William Martinet, je voulais juste dire un mot sur le fait que l'Occident, aujourd'hui, a trouvé une sorte de forme d'unité. L'Europe a trouvé, c'est vrai, une sorte d'identité politique à vouloir et stratégique à vouloir mener et prendre des sanctions qu'on n'imaginait pas il y a seulement 6 mois. S'il l'avait fait sur le Haut-Karabakh, moi je peux vous dire que Poutine ne serait pas allé. Si on avait résisté à l'Azerbaïdjan et à la Turquie au moment de l'affaire du Haut-Karabakh, Poutine l'aurait retenu la leçon. On a laissé faire, il a cru qu'il pouvait continuer à... C'est l'histoire de la baïonnette qu'on enfonce et qu'on retire. L'Occident donc s'est retrouvé, sauf que l'Occident n'est pas forcément suivi par d'autres pays du monde. Là, il faut qu'on se dise la vérité. Dites-moi, quel autre pays du monde? Est-ce que la Chine? Est-ce que j'allais dire les BRICS, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde soutiennent la campagne occidentale? Non, faut entendre ça. Les Russes ne sont pas si isolés que ça. Il faut aussi entendre qu'aujourd'hui, les Russes peuvent avoir d'autres choix pour vendre leur gaz. Alors, l'intérêt américain, je vais vous dire, les Américains ont rêvé de vendre leur gaz liquéfié en Europe. C'est un gaz qui coûte plus cher à exporter. Les Européens ont toujours fait attention à cette importation de ce gaz-là. Donc, ils ont fait en sorte de minorer cette importation parce qu'on sait que ça fait aussi des désastres écologiques. Allez voir ce qui est en train de se passer sur les territoires où on fracture le gaz de schiste pour produire ce gaz liquéfié. Mais Poutine a réussi à faire en sorte que les Européens se rapprochent des États-Unis pour importer leur gaz. Et ça, je dois dire que c'est le grand succès de Poutine, c'est d'avoir mis entre les mains des Européens, d'avoir mis les Européens entre les mains totales des Américains. Il faut faire attention à ce changement stratégique. Vous êtes d'accord ? Pour l'instant, c'est la grande conséquence de la guerre au-delà du désastre en Ukraine, c'est qu'en fait, Poutine a unifié l'Occident alors que l'Union européenne, depuis en fait les années Trump, commençait à se découpler en fait de ce qu'on appelle les États-Unis, dans la mesure où les États-Unis commençaient à regarder plutôt vers la Chine avec la stratégie de Barack Obama du pivot américain, donc concentrer tous leurs moyens militaires, économiques et diplomatiques sur la Chine pour les empêcher de devenir première puissance mondiale. Et donc du coup, ça a conduit au retrait américain en Afghanistan et dans différents endroits du monde. L'Union européenne, moi je pense à terme, de toute façon, structurellement, les États-Unis vont se concentrer sur l'Indo-Pacifique. Nous, la question qu'on doit se poser, notamment avec l'élection présidentielle qui arrive, c'est quelle stratégie on veut mener à la fois pour la France et pour l'Union européenne. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir quelle stratégie on veut mener. Parce qu'on aborde, par exemple, la question de l'augmentation du budget militaire, la question de nos dépendances, et tout ça, ça doit découler en fait d'une vision politique et d'une vision géostratégique. Je prends notamment plusieurs points. Quand vous prenez le général de Gaulle qui arrive au pouvoir en 1945 et qui revient au pouvoir en 1958, quand il revient au pouvoir, il imagine un monde dans les années 90, dans les années 2000, et en fait, il dessine la France dans cette perspective dans 20 à 30 ans. Aujourd'hui, la question qu'on doit répondre, c'est dans quel monde d'après-Covid on veut vivre en France? 2, nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus instable, donc nous serons forcément
conduit à protéger plusieurs zones, notamment la question de l'Afrique, on l'a vu notamment avec la question du Sahel. Deuxième point, c'est protéger le Moyen-Orient, parce que désormais, les Américains ne vont plus y aller, donc c'est nous qui vont protéger ces routes, et notamment sur la question pétrolière, où on est très dépendant, et c'est à nous de protéger les routes commerciales. Et troisième point, on l'a vu sur la question de la Russie, on l'a vu la question avec Erdogan, c'est protéger l'Europe de l'Est, et éventuellement, comme vous l'avez rappelé, nos amis arméniens au Haut-Karabakh. Et tout ça, en fait, sur ces questions géostratégiques, à chaque fois, c'est la France qui est au premier plan, et les autres pays européens, quand la France est amenée sur ces questions, notamment à défendre la Grèce et Chypre, les autres Européens ne nous suivent pas de même façon au Sahel. Et donc, si on veut s'unir, c'est pas uniquement sur la question ukrainienne, il y a plein de dossiers ensemble où on a des intérêts qui sont communs, et les autres pays européens doivent comprendre que maintenant, sur ces endroits-là, c'est à nous de prendre notre destin en main. D'où l'intérêt du non-alignement comme position diplomatique pour la France. Avec le tableau que vous avez dressé, monsieur, et qui est très intéressant, on voit bien que la cohérence de tous les éléments que vous avez décrits, c'est la polarisation qui va devenir de plus en plus forte entre les États-Unis et la Chine. Sur le moyen long terme, c'est ça la tendance lourde qui est à l'œuvre. Et on voit bien comment des événements aussi dramatiques que la guerre en Ukraine participent d'accélérer ce processus, avec ce que vous venez de dire du point de vue économique, comment du coup l'Europe se rapproche des États-Unis sur la question du gaz liquéfié. Mais on sait bien que mécaniquement, en conséquence, ça va être un rapprochement de la Russie vis-à-vis de la Chine, parce que quelle que soit l'ampleur des sanctions qui seront prises, comme effectivement il ne s'agit pas malheureusement de réussir à isoler totalement la Russie, mais c'est la couper du camp occidental et ça va la faire se rapprocher de la Chine. Donc c'est ça, exactement. Oui, vous avez raison. Sûr. Et donc c'est ça le mouvement qui est à l'œuvre. Et donc la question qui est pour les prochaines décennies à venir, dans cette nouvelle polarisation du monde, États-Unis, Chine, comment se positionne la France? Et je crois qu'à ce moment-là, dire une volonté de non-alignement, donc non-alignement, ça ne veut pas dire neutralité, ça veut dire on défend nos intérêts et selon les situations, selon les rapports de force, on se positionne dans le camp qui nous semble aller dans le sens de la paix mondiale, des échanges économiques qui soient bénéfiques pour tout le monde. Cette question du non-alignement, elle est très forte. À faire avec l'Europe, je n'oppose pas la question du non-alignement de la France avec celui de l'Europe, mais je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. C'est d'abord une France non alignée et qui, sur cette idée du non-alignement, essaye de réunir autour d'elle tous les pays qui souhaitent refuser cette polarisation États-Unis-Chine. Je vous vois hocher de la tête, là, monsieur Karam, et vous n'êtes pas d'accord avec ces propos? Je pense que c'est même parfois, ça peut être très dangereux. Moi, je considère qu'il faut rester sur la doctrine de Gaulle. Après tout, de Gaulle a, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, tracé des perspectives en se rapprochant de la Chine et en disant aux États-Unis, nous allons maintenir des liens. Mais nos alliés, ce sont les États-Unis. Et quand il y a eu besoin de la solidarité de la France, notamment sur la crise cubaine, eh bien la France était aux côtés des Américains. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Alors, non-alignement... ça a été un choix, non pas d'alignement, justement. Laissez parler, monsieur Karam, si vous voulez. Non-alignement, non, mais par contre, une sorte d'indépendance avec un allié que nous avons, mais avec qui nous allons tenir la dragée haute, c'est-à-dire que nous sommes une puissance, l'Europe, je parle, une puissance économique mondiale, et bien que cette puissance économique mondiale ne reste pas un nain politique et un nain stratégique. Et là, c'est mal parti, parce que les Allemands vont acheter des avions américains. Ils décident de débloquer 100 milliards d'euros pour aussi notamment acheter des avions américains et continuer à poursuivre cette espèce de tropisme américain. Un dernier point, lorsqu'on casse le lien avec la Turquie, avec l'Iran, avec la Russie, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers la Turquie. Vous croyez que la Turquie c'est mieux que la Russie? Vous n'avez pas vu ce que la Turquie a fait toutes ces dernières années? Erdogan, vous trouvez que c'est un allié de l'Occident? Erdogan pose un vrai problème. Là, c'est vrai qu'on a le choix entre Karim et Silla, et personnellement, moi, je ne préfère pas Silla. Je ne préfère pas ce rapprochement avec la Turquie, parce que la Turquie n'hésitera pas à faire du chantage. Ils l'ont fait sur les questions des migrants. Ils l'ont fait pour extorquer des dizaines de milliards d'euros à l'Europe. Il faut qu'on réfléchisse bien à ce qu'on va faire. Il est 18h18. Restez sur Europe Soir Week-end. Juste après la pub, on va parler de la présidentielle avec tous nos invités. J-15 avant le premier tour. Le sprint final est lancé. À tout de suite. Europe Soir Week-end. Johan Tritz.
J-15 donc avant le premier tour de l'élection présidentielle. On en parle tout de suite avec nos invités. William Tay, président du think tank Le Millénaire, Patrick Caram, conseiller politique de Valérie Pécresse et William Martinet, orateur national La France Insoumise. Avec vous, on abordera la campagne des différents candidats qui sont en meeting ce week-end. Mais avant ça, on va revenir sur les derniers sondages. Emmanuel Macron est toujours en tête avec 29,5% des intentions de vote. Sa plus proche rivale est pour l'instant Marine Le Pen avec 19% qui grappille un petit point. Suivent Mélenchon en troisième position avec 12,5%. Valérie Pécresse à 11 au coude à coude avec Éric Zemmour. On va parler d'abord du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il est en ce moment à Marseille où a lieu son meeting demain. Il annonçait dernièrement croire en une qualification pour le second tour. Écoutez, c'était sur l'émission de France 2 Élysée 2022 le 24 mars dernier. Je pense que j'ai une chance d'y être. Honnêtement, j'aurais pas dit ça il y a quelques mois. Ce serait un coup de tonnerre pour ce pays, parce qu'on passerait au deuxième tour et ça serait pas l'extrême droite, si c'est M. Macron, comme on l'annonce, qui est présent. Donc je pense que tout le monde respirerait mieux après. Bon, je suppose, William Martinet, que l'on y croit dans votre camp à ce second tour. Et cela nous met de très bonne humeur. Parce qu'effectivement, il y a les sondages que vous évoquez. Là, j'en rajoute un, le sondage Ipsos qui vient de sortir. Cette fois, c'est -1 pour Marine Le Pen, +1 pour Jean-Luc Mélenchon, qui est à presque 15%. Donc, il y a une dynamique que nous, au-delà des sondages, on ressent sur le terrain. Quand on est sur les marchés, quand on fait du porte-à-porte, quand on fait nos meetings, il y a énormément de monde. On était quasiment 100 000 la semaine dernière à Paris, place de la République. Donc, il y a une dynamique qui est très forte et qui, je crois, vient d'une chose, c'est que plus on s'approche de la date du premier tour, plus les Françaises et les Français se mettent à s'intéresser à l'élection présidentielle, à regarder les programmes, à écouter les candidats et à réfléchir à quel candidat pourrait changer leur vie et de quelle façon. Et je crois qu'à ce jeu-là, c'est gagnant pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que les propositions les plus concrètes, notamment sur l'urgence sociale, celui qui dit qu'il faut augmenter le SMIC à 1 400 €, celui qui dit qu'il faut bloquer les prix du carburant, bloquer les prix des produits de première nécessité, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, ça a un écho dans la population et il y a un petit espoir qui se met à se lever parce qu'il faut bien dire que ces derniers mois, dans la gauche, vous savez, il y avait beaucoup de sinistrose. Tous ceux qui nous disaient « Ah non, on est divisé, donc on va perdre, on va pas s'en sortir, etc. » Bon, là, la belle campagne qu'on est en train de faire est en train de donner tort aux pessimistes. Et donc, du coup, c'est l'inverse. Il y a de l'enthousiasme et je pense bien que oui, ça va nous amener au second tour. Tiens, on va en parler de cette union à gauche. Le cofondateur de la primaire populaire, Samuel Grybowski, quitte le mouvement de cette primaire populaire et fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Le mouvement souhaitait réunir la gauche. Finalement, la primaire populaire n'aura pas permis de soutenir un candidat qualifié. Il souhaite désormais faire élire Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que je disais. Est-ce que la continuité d'une nouvelle dynamique, est-ce que c'est la continuité d'une nouvelle dynamique, est-ce qu'on y croit à cette union de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon, William Martinet? Et maintenant, la question, elle est très simple. Ceux qui peuvent faire le rassemblement, ceux qui peuvent amener un candidat de la gauche populaire au second tour, ce ne sont plus les appareils politiques, ce n'est pas la primaire populaire ou je ne sais qui d'autre. Maintenant, c'est les électeurs. C'est les électeurs qui vont pouvoir choisir. Ils connaissent la configuration politique. Ils savent qu'on est à 2 doigts de passer devant Marine Le Pen et d'arriver au second tour pour affronter Emmanuel Macron. Donc maintenant, c'est les électeurs qui vont pouvoir décider. Eh bien justement, Marine Le Pen, on va en parler. Jean-Luc Mélenchon qui se pose en meilleur recours contre l'extrême droite. C'est l'adversaire numéro 1 de Marine Le Pen, maintenant Jean-Luc Mélenchon pour le second tour. Pas seulement. Moi, je vois 3 candidats qui sont en dynamique au-delà d'Emmanuel Macron. C'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Moi, je pense qu'Éric Zemmour n'a quasiment plus aucune chance d'accéder au second tour parce qu'il est sur une dynamique descendante depuis la question de la crise ukrainienne avec l'invasion par Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a des 3 qui peuvent arriver au second tour? Parce qu'en fait, Marine Le Pen, ce qu'on a vu lors des dernières élections municipales, régionales et départementales, c'est que souvent, ses scores sont surévalués. Et donc, il est vraisemblable qu'en fait, avec l'augmentation de l'abstention, une partie de ces électeurs ne viennent pas voter et donc du coup ce qui ouvre la possibilité à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse de se qualifier au deuxième tour. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon a une chance de qualifier au second tour? Ce qu'on voit notamment depuis plusieurs semaines, c'est qu'il y a une sorte de vote utile des autres candidats, des autres électeurs communistes de Fabien Roussel, de Jadot, Anne Hidalgo vers Jean-Luc Mélenchon et donc du coup qui pourrait dans les dernières semaines
permettre à Jean-Luc Mélenchon d'arriver au second tour en disant aux autres candidats, vous avez un score qui est très faible, vous n'avez aucune chance d'avoir une force de gauche au second tour, seul Jean-Luc Mélenchon peut accéder au second tour, donc votez pour Jean-Luc Mélenchon pour avoir une force de gauche au second tour, ce qui conduira un 21 avril à l'envers. Pourquoi est-ce que Valérie Pécresse a une chance d'accéder au second tour? Ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, c'est qu'Emmanuel Macron décroche, même s'il était à un niveau très très élevé avec la crise ukrainienne, de 33,5, il commence à arriver à 26-27, donc cette partie d'électorat de centre-droit, comme les électeurs de Macron ne peuvent pas aller au centre-gauche parce qu'il n'y a pas de force politique au centre-gauche, s'ils veulent voter pour un autre candidat en disant on ne veut pas un second tour opposant Emmanuel Macron et des extrêmes, donc Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ils peuvent se conduire à voter pour Valérie Pécresse, qui depuis 1 à 2 semaines mène plutôt une bonne campagne, notamment avec des débats télévisés, et qui est de plus en plus présente. Et en plus, il y a un deuxième point qui est important, c'est que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait, les électeurs de droite peuvent conduire à un réflexe légitimiste pour soutenir leur candidate en vue de sauver le parti, plutôt que sauver la candidate qui a très peu de chances de battre Emmanuel Macron, mais qui pourrait quand même lui permettre d'accéder au second tour. Vous avez nommé William Tay, Valérie Pécresse. Je suppose qu'on y croit aussi à un retournement de situation. Elle est en 4e position encore, Valérie Pécresse. Est-ce qu'on peut croire à de meilleures intentions de vote dans les prochains jours pour la candidate LR? Vous savez Monsieur Karam. Au moment des régionales, je prends les régionales en Ile-de-France, les sondages se sont totalement trompés sur Valérie Pécresse. On a fait 6 points, 7 points, 8 points de plus que ce que des sondeurs nous prévoyaient pour nous. Vous entendez ce que je vous dis? Et Marine Le Pen, enfin le Rassemblement national, à l'échelle de la France, comme en Ile-de-France, était donné à 18, 19, en Ile-de-France c'était 19, ils sont finis à 11. Vous voyez donc qu'il y a ce sujet. Le parti présidentiel, celui d'Emmanuel Macron, rebelote. Ils tutoyaient les sommets, ils se sont effondrés. Ils se sont effondrés. Ils sont, je ne veux pas passer autour de 10%. Donc, il y a, je vous le dis, il y a une voie étroite. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez dit, M. Thiet, tout à l'heure, est absolument exact. Vous avez fait une analyse absolument rigoureuse et lumineuse des situations des forces en présence. Et je veux ajouter un point. Valérie Pécresse, c'est celle qui a... c'est vrai, c'est pas une flambeuse, hein. Faut se dire un truc, c'est pas un acteur, elle vient pas crier c'est moi, la France. Non, elle le fait pas. Elle est solide. Elle est solide avec un programme solide. Et tous les observateurs s'accordent à dire que c'est le programme le plus solide et le plus responsable. C'est ça qui va lui permettre de rattraper son retard. C'est parce que ces propositions. C'est à la fois les propositions et la crédibilité qu'elle a. L'Île-de-France a été un laboratoire. Elle a mis en œuvre tout ce qu'elle a promis. Elle a fait 2 milliards d'euros d'économies sur un budget de 6 milliards. Vous imaginez quand même que c'est pas rien. Donc les gens savent aujourd'hui, et les commentateurs politiques commencent à le dire, moi je passe de plateau en plateau, ils disent effectivement qu'elle a le meilleur programme. Bien, la question c'est est-ce qu'on veut voter pour une femme qui sait faire, qui saura tenir le rang de la France et qui saura défendre les intérêts de la France et en même temps redresser la France. Parce qu'aujourd'hui, moi je note que parmi tous les candidats, aucun ne parle de la dette. Nous avons dépassé, Emmanuel Macron en demanda celui d'Hollande, mais il était secrétaire général adjoint de l'Élysée et puis ministre de l'économie, c'est 1 000 milliards d'euros de dette sur les 3 000 milliards d'euros actuels. 1 000 milliards de plus. Et il continue à vouloir dire « je rase gratis ». Vous croyez que ça n'inquiète pas les gens? Vous croyez pas qu'ils se disent qu'à un moment donné, va falloir rembourser cette dette? Valérie Pécresse est la seule qui propose un programme raisonnable. Alors, c'est pas populaire. C'est pas populaire de dire on va faire des économies. On va faire des économies, par contre, on va mettre l'argent là où on en a besoin. C'est pas populaire, je vous l'accorde. Mais à un moment donné, les électeurs pourront peut-être se dire est-ce que c'est pas ça qu'il faut pour la France? Et par rapport à cette dette, du coup, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, parle de cette dette que Valérie Pécresse propose? Je ne partage pas du tout l'analyse qui a actuellement une dynamique pour Valérie Pécresse. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon qui vous intéresse. Je pense que la principale difficulté de Valérie Pécresse, et elle l'a dit elle-même, c'est que Emmanuel Macron lui a volé son programme. Et donc si on veut... c'est Valérie Pécresse. C'est elle qui l'a dit. C'est elle qui l'a dit. Mais du coup, si vous me permettez de poursuivre mon raisonnement, un projet politique libéral, effectivement, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Alors, je ne doute pas que vous m'expliquerez pourquoi, dans le détail, on n'est pas sur le même nombre de suppressions de fonctionnaires, pourquoi on ne veut pas casser les services publics de la même façon. Mais je pense que les Français ont bien compris la similitude entre les deux projets et qu'il y a un effet vote utile de ce côté-là qui est en faveur d'Emmanuel Macron, c'est certain. Mais de l'autre côté, moi je pense qu'une des choses qui explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon est en train de monter dans les sondages aujourd'hui, c'est qu'il a réussi à pointer du doigt le sujet majeur du pays aujourd'hui, qui est la question du creusement des inégalités, et plus que ça, la question de la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns.
Voilà, on est, notamment à cause de la crise du Covid, qui a vraiment permis à des profiteurs de crise d'accumuler encore plus de richesses. On est aujourd'hui dans la situation où, en France, il y a 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de Français, que 40% de la population en termes de patrimoine. Cette situation, elle est en train de se dégrader. Donc quand on est dans ce contexte-là, les Français savent et sentent cette inégalité extrêmement forte. Alors c'est sûr que quand on vient les voir en leur disant vous qui travaillez au SMIC ou peut-être un petit peu plus, il va falloir que vous fassiez encore des efforts, il va falloir que vous acceptiez que des services publics ferment parce que vous comprenez la dette est très importante, alors que juste à côté, il y a ces richesses qui sont énormes, forcément c'est un discours qui prend pas. Et au contraire, ce qui permet de se mobiliser pour l'élection présidentielle, c'est quand il y a des propositions de l'ordre de la répartition des richesses. Voilà, il y a un sujet que je n'ai pas encore évoqué dans le projet de Jean-Luc Mélenchon, la question de la retraite à 60 ans. Une retraite à 60 ans pour avoir une fin de vie heureuse et digne, c'est possible, c'est finançable, mais ça veut dire qu'il faut mieux répartir les richesses. Et Emmanuel Macron qui parlait d'une retraite à 65 ans, vous voulez parler quelque chose, Patrick Caram, juste très rapidement. Très rapidement, si Macron était chrétien, il ferait le pèlerinage de Lourdes à genoux pour avoir face à lui au deuxième tour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il sait que c'est des repoussoirs, que même la gauche ne voterait pas pour Jean-Luc Mélenchon et que la droite ne voterait pas non plus pour Marine Le Pen. Donc vous voyez donc bien que pour lui, la seule candidate qui peut présenter un danger, c'est évidemment Valérie Pécresse. Moi, je veux juste dire un mot quand même sur votre analyse. Emmanuel Macron, voyez-vous, est en train de faire une sorte de discours, en fait, de petits contes qu'il raconte aux Français. Il explique aux Français que c'est moi ou les populismes. Il avait fait ça auprès de l'Union européenne, dans le grand discours au Parlement européen. Je suis le rempart contre les populistes. Oh, d'accord, ok, on comprend pas ce qu'il veut dire là-bas, mais ici, ça a l'air de marcher. Il essaie de dire et d'intoxiquer les Français. Si vous votez pas pour moi au premier tour, ben vous risquez d'avoir un deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Dont personne ne veut en France. C'est ça qu'il fait pour essayer d'aspirer les votes en faveur de Valérie Pécresse. C'est à nous de démonter cette espèce de calcul diabolique parce que ça n'a aucun sens et ça n'a aucune réalité. Et pour l'instant, en tête des sondages, Emmanuel Macron, mais qui est un peu en baisse dans les derniers sondages, critiqué notamment par Marine Le Pen sur son bilan hier à Saint-Martin-la-Caussade en Gironde lors d'une réunion publique. Écoutez. Notre Mozart de la finance s'est avéré encore plus médiocre que son prédécesseur Hollande. Les Français y ont massivement perdu, à la seule exception de l'entourage affairiste du président. Macron a multiplié les mauvais coups contre nos fleurons énergétiques et contre l'argent des Français. De nouvelles attaques donc de Marine Le Pen, William T. Est-ce que ces attaques multipliées, est-ce que ça va fonctionner du côté du Rassemblement national ? Je ne sais pas si ça fonctionne véritablement, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est depuis qu'il a déclaré sa candidature, Emmanuel Macron mène plutôt une mauvaise campagne. On voit bien que sa campagne ne prend pas, les thèmes ne prennent pas. Une campagne aussi un peu effacée. Il est effacé parce qu'en fait, il est dans la mesure où lui veut éviter le débat, dans la mesure où il est quasiment sûr d'accéder au second tour. Enfin, il y a personne qui pense qu'Emmanuel Macron ne sera pas au second tour aujourd'hui. Et ensuite, s'il se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, il est quasiment sûr de gagner l'élection présidentielle aujourd'hui. Et donc, du coup, lui évite la type de campagne. Donc, du coup, ça le conduit petit à petit à baisser, surtout qu'en fait, il avait bénéficié d'un effet drapeau suite à l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, qu'il avait mis à un endroit très très haut. La difficulté que moi je remarque pour Emmanuel Macron, le grand risque d'Emmanuel Macron, c'est que les sondages au second tour sont en train de se resserrer entre lui et Marine Le Pen. Donc à un moment, il devra décider de rentrer dans l'arène. Est-ce que ce sera après le premier tour, après l'annonce des résultats, ou est-ce qu'il doit le faire avant ? Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce qu'en fait, vraisemblablement, s'il affronte Marine Le Pen, il gagnera. Mais en fonction du score qu'il aura, il aura une légitimité plus forte pour agir et mettre en œuvre son programme. On a vu notamment que pendant le dernier quinquennat, même s'il avait fait un score très élevé, au bout d'un an et demi, vous avez eu des manifestations qui étaient très fortes. Et d'ailleurs, vous avez déjà Jean-Luc Mélenchon et différents syndicalistes qui disent qu'il y aura des manifestations contre le programme d'Emmanuel Macron, notamment sur la question de la réforme à 65 ans. Plus il aura une adhésion importante, plus éventuellement il pourra mettre en œuvre son programme. Et ça suppose du coup un débat démocratique et une clarification sur son bilan et sur sa prochaine action les 5 ans à venir. Emmanuel Macron qui donc fait une campagne un petit peu effacée et surtout en baisse dans les sondages. Est-ce qu'il s'agit d'un premier signe d'alerte pour le président candidat qui semblait jusque-là plutôt tranquille, Patrick Caram ? Non, mais il est surévalué, on le sait. L'effet de drapeau a joué, mais les sondages donnent toujours 3-4 points de plus. Vous voulez arrêter les sondages, vous voulez plus faire de sondages ? Non, il faut les écouter. Simplement, vous savez, les Français en ont marre de ceux qui disent l'élection est jouée, circulée, il n'y a rien à voir. Et puis on ne sait même pas
pas pourquoi elle doit faire une élection. Moi, j'ai entendu des partisans de Macron dire elle n'est pas venue à la grande messe de Marseille, à la grande manifestation de Marseille, mais quand on va à l'église, eh bien, on va prier Jésus et pourtant on ne le voit pas Jésus, donc on ne voit pas Macron. Il y a une espèce d'outrecuidance des partisans de Macron absolument insupportable. Je le dis de manière très simple, absolument insupportable. À longueur de plateau, ils passent leur temps à essayer d'humilier les autres candidats en trouvant qu'ils ne sont pas au niveau. Pardon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les propositions de Jean-Luc Mélenchon. C'est un excellent candidat. Il mène une très belle campagne. C'est la même chose pour Marine Le Pen, qui, elle, a réussi à s'effacer derrière les excès, les violences d'Éric Zemmour pour essayer de recentrer son image. D'ailleurs, Zemmour pose un vrai problème à la société parce qu'il est en train d'allumer le feu. Les Antillais, c'est des Français les Antillais, ils n'ont jamais eu de problème en France. On les a jamais décrits et vus comme des étrangers. Aujourd'hui, vous avez des gens qui commencent à leur dire rémigration. Ils me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, rémigration? Rémigration où? Vous voyez que c'est la haine qu'instille aujourd'hui un candidat comme Zemmour dans la société française. On va le payer très cher contre les Noirs, contre les musulmans aussi. Et Marine Le Pen, elle en bénéficie parce que d'un seul coup, elle se retrouve avec une image totalement neuve. On dirait une femme qui n'a jamais eu de passé politique, qui n'appartient pas à un camp politique, qui a pourtant une histoire lourde, une histoire très lourde en termes de rapprochement avec l'extrême droite. Eh bien, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a juste un dernier mot. On a un sujet, c'est que vous avez tous les camps, ceux de Mélenchon comme de Macron, qui disent deux discours inverses. Ils disent, vous les entendez dire un jour, Valérie Pécresse, finalement, c'est le programme de Macron, pourquoi voter pour Valérie Pécresse et pas Macron? Et l'autre jour, ils disaient, mais non, Valérie Pécresse, c'est Zemmour et Le Pen. Enfin, pardon, il faut choisir. En réalité, Valérie Pécresse a son programme, et ça ne se ressemble à aucun des programmes qui existent ici. Macron est défaillant sur tout. Et ce qu'il ne veut pas voir abordé, c'est son bilan sécuritaire, immigration, sur la dette, sur la santé. Il a un bilan catastrophique. Bilan et catastrophique c'est que vous partagez, William Martinet, un bilan catastrophique, c'est les propos de Patrick Caram. Et notamment du point de vue social. Et c'est ça qui fait que, je pense effectivement, qu'il y a besoin de changement avec la présidentielle n'est absolument pas jouée. La présidentielle n'est absolument pas jouée, et y compris le second tour. Parce que vous citiez, monsieur, à juste titre, les intentions de vote dans les sondages au second tour qui se resserrent en cas d'affrontement Macron-Le Pen, mais c'est également le cas dans le cas d'un deuxième tour Jean-Luc Mélenchon-Macron. Voilà, la première fois qu'on a été testé dans les sondages, c'était 33% Mélenchon, 67% pour Macron. Le dernier sondage qui est sorti, c'est 40-60. Voilà, en 15 jours, on a déjà réussi à bouger les lignes. Il reste encore 15 jours de campagne. Si par bonheur, on est au second tour, il va notamment y avoir un débat de second tour où Macron sera enfin obligé d'accepter la contradiction face à un autre candidat. Et tout ça, ça peut nous permettre de gagner. Et moi, ce qui me donne d'autant plus confiance, c'est que quand on met de côté la question des sondages sur les intentions de vote et quand on regarde ce que les Français pensent des propositions de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je parlais tout à l'heure, augmentation du SMIC, blocage du prix. Mais il y a aussi d'autres mesures qui sont sur l'aspect démocratique. Par exemple, le fait de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne pour permettre l'implication dans le processus démocratique des citoyens. C'est des mesures qui sont ultra majoritaires dans le pays. Et moi, je suis convaincu que si on a la chance d'avoir un second tour Mélenchon-Macron, ces propositions majoritaires, elles feront la dynamique qui nous permettront de balayer Emmanuel Macron. 15 jours donc encore avant le premier tour de la présidentielle. Les candidats sont sur le pont ce week-end avec de nombreux meetings. On fait le point avec nos invités juste après une courte pause. Europe Soir Weekend. Johan Tritz. Il est 18h43, Europe Soir Weekend. La campagne présidentielle, thème de notre dernière partie avec nos invités. William Tay, président du think tank Le Millénaire, Patrick Caram, conseiller politique de Valérie Pécresse, et William Martinet, orateur national La France Insoumise. Et à 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne entre dans sa dernière ligne droite. Anne Hidalgo a tenu l'un de ses plus gros meetings à Toulouse pour tenter de retrouver un peu de souffle, alors que la candidate socialiste est créditée d'environ 2% des voix dans les sondages. Le communiste Fabien Roussel sera également en meeting dans la ville rose, tandis que la représentante du Rassemblement national, Marine Le Pen, sera à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Ce week-end, Jean-Luc Mélenchon est à Marseille. Il a déambulé dans les rues de Marseille aujourd'hui. Et de son côté, Valérie Pécresse, positive au Covid-19, a dû annuler son déplacement en Gironde ce vendredi. C'est donc son directeur de campagne, Patrick Stefanini, qui s'est rendu sur place. Elle a tenu d'ailleurs à envoyer une vidéo à ses soutiens. Écoutez.
Malheureusement, la Covid me prive du plaisir d'être avec vous. Mais je voulais vous dire, ne vous laissez pas voler cette élection. N'écoutez personne. Aujourd'hui, la droite forte et juste, c'est la nôtre. Elle assure poursuivre sa campagne à distance. Valérie Pécresse prévoit à la place une réunion en visioconférence ce dimanche avec ses soutiens. Avant de vous entendre, Patrick Karam, j'aurais besoin d'un petit avis de la part de William Tay. Ça veut dire quoi, se faire voler les élections pour vous ? C'est une référence à ce qu'avait dit François Fillon en 2017, dans la mesure où il n'y a eu pas eu de débat démocratique, dans la mesure où il n'y a pas eu de débat suite aux affaires Pénélope-Fillon, et qu'ensuite ça avait conduit l'élection d'Emmanuel Macron un peu par défaut. Ce que dit Valérie Pécresse, c'est qu'en fait la crise ukrainienne et la crise Covid conduit à une réélection du sortant dans la mesure où en fait l'élection se joue plus sur un clivage élite contre peuple comme c'était le cas par le passé, mais sur un clivage sécurité versus aventure. Celui qui assure la sécurité, en fait pas sécurité régalienne, sécurité des Français au quotidien, mais la sécurité, la stabilité, c'est Emmanuel Macron. Et ce qui se propose comme populiste et aventure, c'est celui que Macron décrit comme Mélenchon et Marine Le Pen. Du coup, Valérie Pécresse dit qu'en l'absence de débat, Emmanuel Macron serait élu par défaut. Moi, je pense que la difficulté qu'a Valérie Pécresse, c'est à la fois... Parce qu'en fait, son parti en fait, est multiple. Donc, comme vous l'avez rappelé, M. Karam, c'est qu'en fait, on dit à la fois, parfois elle est proche de Zemmour, parfois elle est proche d'Emmanuel Macron. La difficulté, c'est qu'en fait, Macron et Zemmour sont partis sur son bloc électoral. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la droite ? La droite, c'est l'alliance des libéraux et des conservateurs avec un chef gaulliste. Donc, vous avez les libéraux qui sont plutôt séduits éventuellement par Emmanuel Macron, et les conservateurs qui sont séduits en partie par Éric Zemmour. Donc en fait, Valérie Pécresse doit à la fois parler aux électeurs qui sont séduits par Macron avec un programme plutôt libéral et un programme sécuritaire et civilisationnel pour parler aux électeurs d'Éric Zemmour, tout en incarnant l'aspect singularité gaulliste. Et c'est là où elle a une grande difficulté. Et en plus, moi, je rajouterai un point, mais c'est le même que sur Anne Hidalgo. Elle n'est pas aidée par son parti politique. Quand vous avez des gens qui commencent déjà à dire « je vais être candidat à la présidence du parti » ou « il faut reconstruire » ou « il faut s'allier avec Macron » alors que l'élection du premier tour n'est pas jouée, ça n'aide pas les candidats. Et en plus, je pense que ces gens-là se flinguent politiquement. Valérie Pécresse, la candidate LR, qui parle aussi d'une droite forte. Vous êtes son conseiller, Monsieur Karam. Du coup, eh bien, ça veut dire quoi une droite forte pour elle ? Regardez ses propositions en matière de sécurité. Elle a le programme le plus abouti. Et ce programme-là, aujourd'hui, conduira à rétablir l'ordre dans le pays. Et c'est entouré des meilleurs experts. C'est la même chose pour l'immigration. Vous voyez, elle est dans une logique qui est juste. Et elle montre, dans les débats, on l'a vu avec Zemmour, que l'histoire d'immigration zéro, ça ne marche pas. Le référendum qu'elle veut mettre en place, la modification de la Constitution pour choisir qui vient en France, et puis et donner des quotas contre visa de retour, ça, c'est unique. Elle est la seule à le porter de manière aussi claire. Elle a un programme fort et en même temps, elle a un programme ouvert, social pour les familles défavorisées, social sur la politique, sur l'outre-mer, sur la politique de la ville, sur les zones rurales, social pour les plus faibles de nos compatriotes. En réalité, Valérie Pécresse réussit à faire la jonction et à être assise et à être debout sur deux pieds, la jonction effectivement de la droite historique, la droite de Pasqua, ferme sur les valeurs, dure sur la sanction. Elle est dans cette logique-là, avec une tolérance zéro contre la criminalité et en même temps une droite sociale ouverte, celle de Simone Veil. Voyez-vous, ça, c'est la droite, celle que l'on veut aujourd'hui voir au pouvoir, mais une droite républicaine, c'est-à-dire qu'une droite qui parle des valeurs de la République et qui ne s'écarte pas des fondamentaux de la République. Vous parlez de programme unique, il y a aussi une chose unique parce que Valérie Pécresse est la seule à ne pas se montrer ce week-end parce qu'elle est malade, elle a contracté la Covid et du coup ça sera par visioconférence. William Martinet, on voit Jean-Luc Mélenchon à Marseille faire des meetings, aller dans la rue, déambuler dans la rue. Est-ce que cela marque une différence flagrante lorsqu'on a une candidate en face qui est en visioconférence alors que son candidat lui, se permet, et ce qui est normal, d'aller dans différentes villes et de prendre ce bain de foule. Oui, je pense malheureusement pour Valérie Pécresse, le fait de ne pas pouvoir aller sur le terrain, c'est clairement un handicap. Et nous, on le ressent bien dans nos différentes manifestations, dans nos différents meetings. Le fait de pouvoir se rassembler, se parler, surtout après un long moment Covid. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. Ces dernières années, les Français étaient enfermés chez eux. C'était difficile d'avoir du lien social. Donc là,
à l'occasion d'événements politiques, de pouvoir se rassembler, ça donne de la force. C'est ça qui est important. Là, j'espère qu'on aura beaucoup de monde à notre meeting demain à Marseille. Et l'objectif, c'est que les dizaines de milliers de personnes qui soient venues écouter Jean-Luc Mélenchon, ce soient des gens qui repartent avec de la force pour aller convaincre d'autres personnes. Et notamment pour aller voir les abstentionnistes. Parce que c'est ça, maintenant, c'est eux qui ont les clés du scrutin. Quelle est la configuration du second tour ? Est-ce qu'il y a Mélenchon pour affronter Macron? Est-ce qu'on peut battre Macron? C'est les abstentionnistes qui vont décider de ça. Donc principalement les jeunes et les classes populaires, parce que sociologiquement, c'est eux qui sont le plus exposés à l'abstention. Donc voilà, donc moi, j'en profite pour leur dire de se saisir de ce moment. Parce qu'il y a pas beaucoup de moments dans la vie politique où, avec son bulletin de vote, on peut autant peser sur le destin du pays. Le reste du temps, souvent, on subit. On subit les décisions de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui ont du pouvoir. Là, on est dans le petit moment. C'est le suffrage universel, c'est l'élection présidentielle. La voix de chaque citoyen a la même valeur. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même si vous n'avez pas un gros salaire, votre bulletin de vote, il compte autant que les autres. Et ça, c'est une fois tous les 5 ans. Ne passez pas à côté, utilisez-le. Pour revenir sur Valérie Pécresse, elle se dit déterminée et impatiente de retrouver les Français. Ce petit break va lui permettre peut-être de se relancer sur une nouvelle dynamique, alors qu'elle est toujours 4e dans les sondages, William Tay, peut-être. La difficulté qu'a Valérie Pécresse, elle a 2 points. C'est qu'en fait, moi, de ce que j'ai vu quand je regarde ces débats télévisés, quand on lui pose des questions qui sont techniques, qui sont plutôt sur le fond, elle répond plutôt bien. La difficulté, c'est l'incarnation et la traduction en un message politique clair et simple à 2 électeurs qui sont clés, les électeurs qui sont tentés par Emmanuel Macron et les électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour. Je pense que pour aller chercher les électeurs d'Éric Zemmour, elle doit jouer sur le vote utile, sachant qu'Éric Zemmour est quasiment carbonisé, il n'arrivera pas à se relever des différentes polémiques, notamment sur la crise ukrainienne. Ça, c'est le premier élément. Sur les électeurs d'Emmanuel Macron, elle doit montrer, notamment sur plusieurs points, qu'elle est capable de faire mieux qu'Emmanuel Macron. Et surtout, moi je pense que c'est le point clé pour ces électeurs-là qui sont notamment très âgés, c'est de montrer qu'en fait elle est capable de construire un monde meilleur pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et c'est ce point-là en fait qui est clé. La bataille entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse se joue sur un point qui est clé. Et je pense que c'est la bataille présidentielle, parce qu'en fait, le seul qui peut battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. C'est dans quelle France nous voulons vivre, dans quelle France de l'après-Covid, en sachant que nous avons un monde qui est conflictuel et nous avons des nouvelles grandes mutations. Et sur ce plan-là, quelles sont les visions ? Je pense qu'en fait, elle a un 3e point aussi par rapport à Emmanuel Macron, c'est notamment son incarnation sur 3 totems clés qui sont l'incarnation de la France à l'étranger, défendre la place de la France dans le monde, et enfin, c'est l'incarnation comme président de la République, et donc du coup, la question de la stature. Si elle arrive à montrer dans les 2 semaines qu'elle est capable de rattraper Emmanuel Macron sur ces totems-là, elle a une chance d'aller au second tour, et donc du coup, de créer une incertitude sur le résultat final. Patrick Caram, vous voulez répondre Non, mais j'adhère totalement à ce qui est dit là, parce que c'est toujours des analyses extrêmement poussées et sérieuses. Je veux simplement dire une chose, et vous poser une question. Est-ce que oui ou non, Angela Merkel a été une bonne chancelière allemande ? Je ne répondrai pas là-dessus. Moi, je peux vous dire que pour les Allemands, ça a été une très grande chancelière allemande. Et Angela Merkel, vous la mettez en France, elle fait 0%. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, c'est du sérieux. Elle n'est pas dans le spectacle, elle ne fait pas de cinéma, elle n'a pas cette emphase que peut avoir par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui est excellent quand vous l'écoutez. Derrière, pas de propositions sur des économies, il vous fait rêver, mais il vous fait rêver sur du vide. Eh bien, Angela Merkel, c'est du solide. Eh bien, Valérie Pécresse, c'est du solide. Le sujet, c'est qu'on doit se dire, et c'est là qu'il faut que les Français, sur quoi les Français doivent s'interroger. Est-ce qu'ils veulent qu'on redresse ou pas la France ? Est-ce qu'ils veulent que la France retrouve son rang dans le monde ? Est-ce qu'ils veulent qu'on retrouve les chemins de la croissance et en même temps des économies pour pas laisser des dettes écologiques et une dette financière à nos enfants. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, la seule candidate qui peut incarner ça, c'est Valérie Pécresse. Alors, si on la juge effectivement sur les fanfreluches, sur l'emphase, effectivement, ils ne vont pas voter pour elle. Mais si on regarde les résultats, et si on attend des résultats pour la France, c'est elle qui sera présidente de la République. Marine Le Pen, elle, est en déplacement en Guadeloupe. Elle arrive ce soir autour de 20h. C'est une grande première pour elle. Elle avait terminé 3e dans cette région aux dernières élections présidentielles. C'est un déplacement important pour elle. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs ce déplacement, William Martinet, en Guadeloupe, aux 15 jours des présidentielles ? Oh, ça, je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen, donc je ne sais pas pourquoi elle le fait. Je peux vous dire que nous y sommes allés souvent. Jean-Luc Mélenchon y est allé plusieurs fois. C'est tout à fait important parce que je parlais tout à l'heure d'inégalité sociale et je crois que dans les territoires ultramarins et notamment en Guadeloupe, cette question elle est extrêmement forte. C'est la France là-bas et pourtant il y a des situations qui seraient
absolument intolérable et insupportable si elle se déroulait en Hexagone. Je pense à une chose fondamentale, la question de l'accès à l'eau potable. Voilà. En Guadeloupe, ce n'est pas une réalité partout. Il y a encore des Français qui n'ont pas de l'eau potable, qui arrivent dans leur maison ou dans leur appartement. Et face à ça, il y a une sorte d'inertie des pouvoirs publics, plutôt une incurie. Il n'y a rien qui est fait pour résoudre sérieusement ce problème. Et ce qui est d'autant plus insupportable pour les Guadeloupéens, et on le comprend bien, c'est que, par contre, quand il y a un mouvement social, quand il y a un conflit là, sur la question du pass sanitaire, un conflit entre les soignants et la direction de l'hôpital, et ben alors là, pour envoyer des CRS, pour envoyer des gendarmes mobiles, là, en un claquement de doigts, il n'y a pas de problème pour que la métropole, elle envoie des forces de l'ordre et elle fasse de la répression. Et par contre, quand on est sur un sujet de dignité des citoyens, là, je parlais de l'accès à l'eau potable, là, il n'y a plus personne. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer en profondeur, et nous, on compte bien, en gagnant cette élection présidentielle, pouvoir redonner cette dignité à nos compatriotes guadeloupéens et à ceux qui vivent dans les territoires d'outre-mer. C'est un sujet important pour vous, Patrick Caram, parce que vous êtes né en Guadeloupe. Et donc... Attendez, c'est plus que ça, je suis un militant de ces questions. J'ai été président du collectif d'hommes. À l'époque, c'est nous qui tenions la dragée haute au gouvernement. J'ai été délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et président du CREFOM, Conseil représentatif des Français d'outre-mer, que j'ai créé avec un ministre socialiste qui est un ami, Victorin Lurel, et je suis sarkozyste, et nous avons imposé au président Hollande l'égalité réelle. Eh bien, cette égalité, ça n'a malheureusement pas été une réalité. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de l'eau. Oui, c'est une réalité. Vous avez raison. Quand je vais voir mon père, il a l'eau un jour sur 3. Donc, quand il a de l'eau, eh bien, il remplit les bouteilles. Et pendant 2 jours, il vit avec les bouteilles qu'il a remplies. C'est insupportable. Et vous avez raison. La solution pour l'outre-mer, c'est l'égalité réelle. Valérie Pécresse a un programme extrêmement puissant sur les outre-mer. Ce que je veux dire sur Marine Le Pen, vous voyez, elle a voulu dédiaboliser son image. Son père n'avait pas pu atterrir aux Antilles. Souvenez-vous de l'avion de Jean-Marie Le Pen qui se pose en Martinique. Il ne descend pas de l'avion. Il est obligé de repartir. Il vient au-dessus de la Guadeloupe. Là, pour le coup, c'est l'avion qui ne se pose pas. Elle a changé totalement son image. Aujourd'hui, elle est en train de faire un carton sur certains territoires d'outre-mer pour lesquels elle passe parfois en tête, et ça se dispute avec Mélenchon. Il faut qu'on se dise la vérité. Les populistes, alors je ne confonds pas les choses, hein. Pardon, il y a des populistes qui sont acceptables et d'autres moins peut-être, je n'en sais rien, mais les populistes ont le vent en poupe en Outre-mer parce qu'il y a une telle désespérance sociale que la République n'a pas réussi à retisser les fils et redonner confiance aux ultramarins. Il faut que les républicains, quand je dis républicains, tous ceux qui croient en la République, reprennent le dialogue avec nos territoires et les emmènent vers une égalité en 10 ans. C'est ça leur jeu, mais je ne l'ai pas vu dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors on a un livret de notre programme dédié à la question des Outre-mer. Merci, messieurs. Je l'ai vu, mais vous n'êtes pas encore tout à fait dans ce que nous proposons aujourd'hui. Merci, messieurs. Merci, Patrick Caram, conseiller politique de Valérie Pécresse. Merci, William Martinet, orateur national de la France Insoumise. Et donc, William T, président du think tank Le Millénaire.